Bonjour, je m'appelle Evelyne Josh, je suis psychologue, psychothérapeute, chargée de cours à l'Université de Metz, psychotraumatologue. J'accueille aujourd'hui Cyril Tarquinio, qui est mon patron. Et donc, bienvenue sur la chaîne Résilience Psy dédiée à la psychologie. Nous allons parler aujourd'hui du livre de Cyril Tarquinio, Les maladies ne tombent peut-être pas du ciel. Cyril, bonjour. Bonjour. Alors, donc, tu es psychologue, psychothérapeute. Donc, comme je l'ai dit, tu es mon boss. Tu es donc professeur au département de psychologie à l'Université de Metz. Tu es aussi le directeur du Centre Pierre Janet. C'est toi d'ailleurs qui l'as fondé, créé. Peux-tu nous dire quelques mots de toi, davantage que ce que je viens de dire maintenant? Oui, oui, j'exerce depuis plus de 25 ans maintenant comme thérapeute, donc je suis très attaché à la clinique, mais je suis d'abord universitaire, je dirige les masters à l'université, les masters de psychologie clinique. Il y a six masters en fait, et puis je suis également directeur d'une équipe de recherche qui est rattachée à une unité de santé publique, dont la thématique de recherche est l'évaluation des prises en charge et le développement des nouvelles formes de prise en charge. Donc c'est une thématique très importante pour moi, puisqu'il s'agit de comprendre au fond d'abord comment on évalue une psychothérapie. C'est pas si simple. Il suffit pas de faire des études contrôlées randomisées, ça correspond à une autre époque, un peu révolue. Donc on essaie de s'attacher aux processus qui sont activés et de comprendre l'ensemble des multidéterminismes qui sont en jeu dans un processus psychothérapeutique. Et puis effectivement, j'ai créé le Centre Pierre Janet, qui est le seul centre en France, c'est sûr. En Europe, je pense qu'on n'est pas loin avec cette amplitude-là de recherche sur les psychothérapies et de développement de nouvelles formes de psychothérapie, mais c'est aussi un centre de formation post-master, donc qui vise à proposer de la formation continue. Et puis, c'est également une cellule d'appui pour les chercheurs pour le développement de protocoles de recherche et on accueille des patients à l'université. On a à peu près 300 consultations, un peu plus de 300 consultations par mois. Et ça veut dire qu'on a toute une file active de patients avec lesquels on peut travailler. Et puis, on travaille aussi, on forme aussi les jeunes générations de thérapeutes. Et puis, je suis éditeur en chef de l'European Journal of Trauma and Dissociation, qui est une grosse revue sur le trauma et la dissociation, qui vient là, ça fait à peine quelques jours, d'avoir son premier facteur d'impact, et ce qui est une reconnaissance depuis 10 ans au regard de tout le travail effectué. Donc voilà, une espèce de grand écart, mais qui me convient bien entre la pratique clinique et la recherche. Voilà. Alors, tu as écrit de nombreux ouvrages, principalement destinés aux universitaires et aux professionnels de la santé mentale. Et là, tu dis toi-même que ce livre que je montre, hein, Les maladies ne tombent peut-être pas du ciel, est ton premier vrai livre, hein, dans le sens où finalement tu as aussi partagé, avec d'ailleurs beaucoup d'humour, des choses personnelles, plus personnelles en tout cas. Et c'est un livre particulier puisqu'il est destiné au grand public, je veux dire particulier par rapport à tes précédents ouvrages. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie, qu'est-ce qui t'a permis aussi de franchir ce cap au niveau de ton écriture? Oh ben, ça a été une conférence que j'ai faite il y a quelques années à la destination du grand public et je me suis rendu compte que j'aimais traduire, en fait, que j'aimais faire ce rôle de passeur de ce qu'on sait en sciences et vers le grand public. Et puis j'ai vraiment une passion, c'est l'écriture. Je crois que j'écris pas trop mal. Et,
et je me suis dit qu'il était peut-être temps de mettre à disposition voilà, du plus grand nombre les acquis d'une discipline auquel je suis très très attaché, qui est la psychologie. Donc je me suis essayé à ça, à la demande aussi de l'éditeur qui m'avait demandé de voilà, réfléchir à quelque chose un peu plus grand public. Et ça s'est fait comme ça, et ça a très bien marché. D'abord, j'ai écrit ce livre très très vite. Et puis ça a très très bien marché. Je suis très content de ce livre. Et je me rends compte que voilà, je vais rester dans cette dynamique-là, c'est-à-dire à la fois continuer ma dynamique universitaire, mais assez régulièrement être dans cet exercice de passeur, c'est-à-dire d'écriture. Et j'ai eu le sentiment pour la première fois vraiment d'écrire, c'est-à-dire de pas avoir besoin de milliers de références bibliographiques pour dire quelque chose, simplement de dire les choses. Et ça m'a fait énormément de bien et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Donc c'est un autre exercice, c'est une autre écriture, mais qui, je l'espère, me conviendra encore longtemps et surtout trouvera un public. Voilà. À qui s'adresser et chez qui ce travail fera résonance. C'est un exercice assez compliqué parce que finalement, tu développes des concepts scientifiques qui sont quand même pas toujours faciles à transmettre au grand public. Il faut retravailler ça pour que ça puisse être compris par le plus grand nombre. Quel est le chapitre qui t'a le plus donné de mal? Quel, quel est celui pour lequel tu as eu le plus de difficultés à traduire en langage compréhensible par tous, puisque toi, eh bien voilà, tu es professeur à l'université, tu t'adresses généralement à des personnes qui ont un bagage en psychologie. Ici, c'est différent. Donc, Mm. Eh ben, en fait, je ne suis pas sûr que j'ai eu des difficultés à proprement parler. Je crois que ça s'est fait aisément. En fait, j'ai écrit le livre que j'aurais voulu lire quand j'étais étudiant, je crois. Voilà. Et pour donner envie de faire de la psycho. Et je crois que ça marche bien. Et alors, il se trouve que ce livre, alors moi, depuis toujours, pour m'endormir, j'écoute des choses. Alors, depuis qu'il y a Audible, ben, j'écoute des livres audio. Et j'écoute mon livre ces derniers temps. Et, et je me dis, ah, c'est bien. En fait, et je me fais rire. Donc non, non, je j'ai pas eu de grande difficulté à l'écrire. J'ai une écriture qui est sortie extrêmement aisément. En 3 mois, j'ai écrit ce livre. Euh, et euh, et ça coulait de source. Et j'ai trouvé un style qui coulait de source. Et, euh, et j'ai le sentiment que au fond, ça attendait depuis longtemps, quoi, et que cette écriture-là, à l'interface entre moi, ce que modestement je sais, ce que j'ai envie de faire comprendre, eh bien, c'était là qu'il y avait sans doute un positionnement à trouver, quoi. Donc ça s'est fait aisément, en fait. donc, comme tu dis que tu écoutes des choses pour t'endormir, mais que tu as rigolé, on peut se dire que c'était pas soporifique, hein. Non, 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 je crois pas, non, non, c'était assez Que ce soit drôle. bien Ouais, il y avait des compréhensible pour les auditeurs. Ouais. Donc, et puis j'étais content parce que euh, ce livre, quand il est sorti, je l'ai accompagné. Et puis on m'a demandé de faire beaucoup d'interventions, beaucoup de conférences, et puis des conférences aussi au grand public. Et ça aussi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé le faire. Et il y a eu beaucoup de retours, hein. C'était un succès de librairie, hein. On s'enrichit pas quand on fait des livres, hein, ça c'est vrai. Mais je veux dire, et ça me va parce que c'est pas l'objectif. Mais je veux dire, ouais, il y a eu un vrai succès. Donc, j'étais très fier de moi et très content d'aider. Parce que les gens disent, oui, ça m'a aidé à comprendre les choses. Eh bien, on va essayer aussi ici de comprendre. Alors, si les maladies ne tombent pas du ciel, d'où viennent-elles? D'où tombent-elles? Bah, euh, alors, ce livre, il est à la fois inspiré de ma pratique clinique, de moi, de mes travaux, et au fond, ce livre, il rend compte d'un ensemble de travaux qui existent et qu'on ne connaît pas bien
beaucoup de gens les évoquent, mais ne les connaissent pas forcément très très bien, qui date de la fin du 20e, des années 90-98, où on a commencé, alors c'est une vieille idée, je reviendrai dessus, hein, à enfin mettre en perspective le fait qu'on puisse avoir vécu des événements difficiles, marquants, bouleversants, traumatiques durant l'enfance et l'adolescence, et le fait que on puisse trouver un lien, et je reviendrai sur la nature de ce lien, avec des problèmes de santé à la vie adulte. Donc, sans doute que la maladie chronique ne tombe pas du ciel, que les problèmes de santé ne tombent pas du ciel et qui sont euh, à mettre en lien avec notre vécu. Et au fond, c'est d'une grande trivialité, d'une certaine manière. D'abord, la psychanalyse l'a montré, elle a fait le lien entre l'histoire de vie et la santé psychique. Voilà. Alors après, avec une approche qui peut être discutable, ou en tout cas qui correspondait à son époque. Bon. Euh, les, le grand public a une espèce d'intelligence d'un tel phénomène. Au fond, les gens savent que être confronté à des choses difficiles, marquantes, blessantes, eh bien, on va se faire un sang d'encre, comme on dit. C'est-à-dire que ça risque d'altérer notre santé. Eh bien, pour la première fois, les travaux sur l'adversité, puisque c'est de ça dont il s'agit, ont mis en évidence, alors pour le clinicien que je suis, c'est trivial, pour le chercheur que je suis, ça m'a fait tomber de ma chaise, une relation dose-effet. C'est pas rien la relation dose-effet, c'est-à-dire que on court dans le milieu de la recherche à la relation, derrière la relation de causalité. Qu'est-ce qu'on aimerait trouver, surtout en sciences humaines, des relations causales entre les variables. Donc, on les suppose, on les identifie, mais on a du mal à le faire. La plupart du temps, on identifie des relations de contingence, c'est-à-dire les choses qui apparaissent en même temps. Voilà. Mais la relation de causalité, c'est pas simple et c'est le Graal, quoi, quand on fait de la recherche. Là, on a des chercheurs notamment Vincent Felitti, qu'il faut nommer parce qu'il mérite quand même d'être identifié, ce bonhomme. Et en rappelant que Vincent Felitti n'était pas un psychologue, en rappelant que Vincent Felitti était un médecin en charge de troubles du comportement alimentaire et de l'obésité. Et ce bonhomme, il se dit, mais au fond, quand je regarde ce que mes patients me racontent, je me rends compte qu'ils ont tous une histoire traumatique derrière eux. Et donc, il commence à développer des travaux, et ces travaux ont ouvert la porte au champ de l'adversité, et il a montré effectivement que voilà, il y avait par exemple un homme sur 6 et une femme sur 4 qui avaient été victimes de violences sexuelles durant l'enfance, qu'il y avait entre 81 et 98% des participants qui avaient vécu un ou plus événements traumatiques durant l'enfance. Il commence à montrer que plus on est confronté à des événements adverses, alors on peut définir les événements adverses, ce sont au fond tous les événements qui sont vécus durant l'enfance, qui peuvent être de sévérité variable, mais qui s'inscrivent dans un processus de chronicité, hein, et qui peuvent concerner, et ça c'est important, l'environnement familial, mais pas seulement, aussi l'environnement social, par exemple le harcèlement scolaire, par exemple la guerre, par exemple la discrimination sociale, et qui vont générer, et ça c'est très important, soit du stress, soit de la détresse, soit une réponse psychotraumatique, et qui vont en fait, ces événements, perturber la santé physique et psychique
avec des répercussions tout au long de la vie. Et ces événements adverses, il y a des outils qui existent, hein. On en a même traduit avec l'OMS. Ce sont les violences physiques, ce sont les violences sexuelles. Alors ça, on connaît bien l'inceste, bien sûr, mais l'inceste n'est qu'une dimension de l'adversité. C'est ça qui est intéressant. Ce sont les négligences, mais c'est aussi le décès d'un parent, le décès d'un proche. Comment ça va impacter un enfant, un adolescent? Comment la séparation va impacter les enfants et les adolescents, comment les violences conjugales, comment la santé mentale d'un parent va impacter ces enfants. Comment, et ça aussi en France, on a fait une problématique, comment la fessée va impacter les enfants durant leur enfance, leur adolescence. Comment le harcèlement physique, le harcèlement social, le harcèlement scolaire, le cyberharcèlement aujourd'hui va avoir des conséquences. Eh bien, on montre que, alors d'abord, on sait mesurer ça, ce qui est bien, hein. On a des outils aujourd'hui qui sont vraiment très intéressants, qui permettent de quantifier tout ça. Et surtout, on s'est rendu compte que, voilà, plus j'avais été confronté à des événements euh, adverses, donc tous ceux que je notais là, durant l'enfance et l'adolescence, plus j'avais des problèmes de santé. C'est-à-dire que plus les gens avaient des problèmes de tabac, des problèmes d'addiction. C'est-à-dire que ça va altérer concrètement les comportements de santé. Plus j'avais été confronté à de l'adversité, plus il y avait des problèmes d'obésité. On voit que au fur et à mesure que le nombre d'événements adverses augmente, l'IMC augmente. C'est incroyable. Plus j'ai des problèmes de dépression, plus il y a des problèmes de tentatives de suicide, etc., etc. On pourrait dire, OK, c'est finalement assez trivial, ça aussi. Quoique déjà, la relation dose-effet, elle est déjà pas si triviale que ça. Mais ce que je veux dire, c'est que les psychologues que nous sommes sont sensibles à cette question, à savoir que dans nos cabinets, ceux qui franchissent le pas de la porte et qui viennent nous demander de l'aide, a priori, leur vie a rarement été un long fleuve tranquille. Donc, on pourrait se dire, c'est somme toute assez trivial. Là où c'est nettement moins trivial et où moi, ça m'a beaucoup interpellé parce que je suis très modestement un de ceux qui a porté la psychologie de la santé en France. J'ai écrit quelques ouvrages dans ce domaine-là. La psychologie de la santé est arrivée en France en 98, 97, 98. À Metz, on a beaucoup développé la psychologie de la santé. On a eu longtemps un des seuls masters dans le domaine. Donc, et puis, mon unité de recherche, mon laboratoire, n'est plus en psycho depuis plus de 15 ans. C'est-à-dire que moi, je suis dans une unité de santé publique et donc, avec un projet INSERM d'ailleurs qui devrait aboutir à la fin de l'année. Et je suis en fait attaché, préoccupé aux problèmes de santé physique et à la maladie chronique. La maladie chronique est vraiment un objet majeur pour moi. Et ce qu'on observe quand même, et ça c'est quand même étonnant, c'est que plus je vais être confronté à des événements adverses durant l'enfance et l'adolescence, eh bien, plus je vais rendre probable et possible la survenue de problèmes physiques, c'est-à-dire de troubles de la santé physique. Et ça, c'est quand même étonnant. C'est-à-dire que, par exemple, et je pourrais un peu développer, on se rend compte qu'il existe un lien, et je parlerai de mes travaux juste après, entre cette adversité et le fait, je l'ai dit, d'avoir du surpoids. OK. Mais on montre aussi qu'il existe un lien entre l'adversité durant l'enfance et l'adolescence et les problèmes de diabète, les problèmes de maladies cardiovasculaires, de maladies respiratoires,
On est actuellement sur des pistes concernant le cancer, parce que la question du cancer est beaucoup plus complexe. Parce qu'il y a différents types de cancers, et ça, on le comprend bien. Et c'est difficile de donner un sens univoque aux travaux. Un diabète, c'est un diabète, quoi, hein, globalement. On a également tout un problème de lien et de difficulté entre la consommation d'alcool et la consommation de tabac. Ça, j'évoquais tout à l'heure en parlant des addictions. On a également tout un ensemble de travaux qui montrent les impacts sur la sexualité, les troubles de la sexualité, notamment lorsqu'on a été confronté à de l'adversité, effectivement, qui impactait des comportements sexuels et qui touchait la sphère sexuelle. Là aussi, c'est un peu trivial, mais je veux dire, on a quelque chose d'intéressant. Et donc ça a été vraiment intéressant. C'est-à-dire que c'est de se dire, mais euh, et c'est ce que je dis à mes copains médecins, je leur dis, OK, l'idée, c'est pas de psychologiser tout. On n'est pas là, mon travail, c'est pas de dire, mais le diabète, c'est psychologique. Le cancer, c'est psychologique. Les maladies cardiovasculaires, c'est psychologique. Je leur dis, ne me prenez pas pour un idiot. Mais à l'inverse, c'est vous qui êtes des idiots si à un moment donné, vous n'intégrez pas dans votre réflexion la dimension psychologique. Dire, et que vous n'intégrez pas dans votre réflexion l'histoire de vie des individus. Parce que c'est un paramètre que vous occultez et que aujourd'hui, malheureusement, dans le champ de la santé, euh, on a des spécialistes de telles ventricules du cœur, de telles artères dans le corps, et qu'on a hyper spécialisé le découpage de l'organisme et qu'on en arrive effectivement non seulement à découper l'organisme en pièces étanches et on demande aux patients de faire le lien entre les spécialistes qui vont voir, mais qu'en plus on est en train de saboter la conception même qu'on a d'un individu en oubliant qu'il a une histoire et que cette histoire, eh bien, au fond, eh bien, elle est pas sans conséquences sur sa santé. Et je voudrais peut-être prendre un certain nombre d'exemples. D'abord, il y a une étude qui a été faite au Pays de Galles. J'ai beaucoup aimé cette étude qui est parue en 2016 et elle a porté, je crois, sur un peu plus de 2000 adultes qui avaient plus de 18 ans et jusqu'à 70 ans, je crois. Et les auteurs se sont rendus compte de choses assez étonnantes, vraiment, je veux dire, c'est vraiment un beau champ de recherche. Ils se sont rendus compte que euh, les gens qui avaient vécu plus de 4 événements adverses, hein, donc je sais pas moi, une situation de maltraitance, une situation de harcèlement, accumuler une situation de sentiment de négligence. Bien sûr, c'est toujours des études rétrospectives, hein, c'est-à-dire que les gens, et c'est un peu le biais de ces travaux, reviennent et disent a posteriori, de façon rétrospective, ce qu'ils ont vécu. En même temps, c'est le biais de ses travaux, et en même temps, je veux dire, ce qui compte, c'est la perception subjective qu'on a du monde. Hein. C'est pas l'objectivité. Hein. Si je me sens en insécurité dans notre échange actuellement, et que la réalité, c'est que je suis pas en insécurité, mais le fait que je me perçoive en insécurité fait que je vais me comporter de toute façon en étant en insécurité. Donc, ma perception des choses est pas un biais à proprement parler, et ça, les gens commencent à le comprendre aujourd'hui dans le milieu de la recherche, y compris de la recherche fondamentale. Mais au contraire, c'est une donnée à prendre en compte, quoi. Et c'est là que se jouent fondamentalement les choses. Et donc, on se rend compte que ces patients qui ont eu qui rapportent avoir vécu au moins 4 événements adverses, eh bien, ils ont 4 fois plus de problèmes de santé que les autres. Ils ont 3 fois plus de problèmes cardiovasculaires que les autres. Ils ont 3 fois plus de problèmes respiratoires que les autres. Ils vont consulter 2 fois plus le médecin que les autres et ils sont hospitalisés durant toute leur vie 3 fois plus que les autres. Waouh!
Alors qu'en France, on veut faire des économies en matière de santé, peut-être que ça vaudrait le coup de regarder là-dessus, hein. Et donc ça m'a donné envie, il y a de nombreuses années maintenant, euh, Alors moi, je travaillais beaucoup sur les impacts de la maladie chronique, les impacts psychologiques. J'ai toujours considéré que on sous-estimait les impacts psychotraumatiques de la maladie. Moi, je m'intéresse à la question du psychotrauma, bien sûr dans sa version, je dirais, classique, standard, telle qu'on la considère aujourd'hui, lorsqu'on est confronté à des événements difficiles. Mais j'ai toujours considéré, et depuis longtemps, que la maladie qui survient avait été porteuse en son sein d'une dimension psychotraumatique qui allait impacter le sujet. C'est jamais abordé comme ça. Qu'il s'agisse du cancer, qu'il s'agisse des maladies cardiovasculaires, et je ne les mets en aucun cas, et ça c'est aussi l'intérêt des maladies, sur le même plan. Le cancer qui arrive, c'est la question du rapport à la mort, c'est la question de la survie, c'est la question d'être capable d'aller puiser au fond de soi des forces inédites pour des forces de vie qui vont devoir être mobilisées et qu'on a jusque-là jamais pu mobiliser. C'est un rapport au temps, un rapport à soi qui va complètement être bouleversé. C'est le traumatisme de la mastectomie, les impacts des effets secondaires, la recomposition identitaire. Et puis au fond, le cancer, c'est un conjoint qu'on ne quittera jamais plus. Je veux dire, même lorsqu'on est diagnostiqué en rémission, qui est une espèce de concept médical, mais la rémission fait que quand même, quand on va faire les examens de vérification que tout va bien, eh ben, elle se rappelle à notre bon souvenir, même si elle se rappelle du temps passé ensemble, on se rappelle du temps passé ensemble. C'est un couple qui s'impose à nous, quoi, d'une certaine manière, hein. C'est une compagne ou un compagnon qui s'impose à nous et qui va nous suivre toute la vie. Donc, chaque étape est chargée en émotions. Même quand on vit sans, moi j'ai une patiente la semaine dernière qui me dit, ça fait 10 ans que je suis en rémission. Ok, mais le cancer est là, quoi, d'une certaine manière, dans sa tête, hein. Le cancer est là, hein. Moi je me dis pas, ça fait 55 ans que j'ai pas le cancer. Je veux dire, voilà. Donc c'est un ensemble d'événements comme ça très particuliers et qui ont une charge émotionnelle et qui vont venir perturber les sujets. Et sur les maladies cardiovasculaires, on est dans une autre configuration encore dont je vais dire deux mots. Et on pourrait prendre aussi d'autres pathologies. Et moi, je travaille actuellement sur le cancer, sur les maladies cardiovasculaires, sur la douleur chronique, sur les Mickey, ce sont globalement les quatre ou cinq pathologies sur lesquelles je travaille et sur lesquelles j'envisage le lien avec l'adversité. Et donc, euh, la maladie qui survient, euh, bien sûr, je m'intéresse au lien entre le vécu et la survenue de la maladie. C'est compliqué hein, de mettre tout ça en lien. Mais euh, quoi qu'il en soit, la maladie qui survient, elle survient pas dans un vide psycho-émotionnel, c'est-à-dire qu'elle survient dans un environnement psychique qui a déjà été touché, altéré, mis à l'épreuve par l'adversité. Et ma première question, c'est quelles conséquences ça a, ce vécu de la maladie, lorsqu'on a déjà été confronté à de l'adversité? Soit qu'on a su dépasser cette adversité, c'est-à-dire on a su en faire quelque chose. Chacun d'entre nous n'est pas fini complètement cinglé. On n'a pas tous fini alcooliques. On n'a pas forcément tous été voir le psy. Et pourtant, beaucoup s'en sont sortis. Donc, ça veut dire qu'on a su déployer des ressources adaptatives suffisamment solides pour euh, survivre et faire de ces forces pathogènes des forces de vie qui nous font qu'on est là aujourd'hui. Et quand après ce vécu d'adversité, fût-il vécu il y a 40 ans et que la maladie survient, comment cette maladie fait résonance avec ce vécu traumatique? Et comment l'épreuve de la maladie fait résonance avec ce vécu traumatique? Donc ça, c'est une première question. Et la deuxième question, c'est,
y a-t-il un lien? Et alors là, on est face à des grandes difficultés. Comment établir un lien, si lien il est possible d'établir entre ce vécu psycho-émotionnel durant l'enfance et l'adolescence et qui a aussi, on le sait et on pourra en parler, vulnérabilisé l'organisme, conduisant peut-être à ce que cette maladie trouve un terrain favorable pour un jour se révéler et s'exprimer. Donc, c'est une double problématique. Et c'est le premier enjeu de mes travaux. Et le deuxième enjeu, c'est, OK, quand on a montré cela, euh, quel type de prise en charge on va pouvoir déployer pour venir à bout de ces conséquences psychotraumatiques liées à cette adversité euh, et euh, comment est-ce que ça nous amène dans le champ des sciences médicales à penser une prise en charge beaucoup plus intégrative, quoi. Voilà. Alors, je peux peut-être parler des maladies cardiovasculaires, si tu es d'accord, parce que ce fut la première pathologie sur laquelle j'ai travaillé il y a quelques années, sur laquelle on a beaucoup publié, et qui montre, je dirais, le lien qui peut exister entre tous ces paramètres. Et je trouve que j'aime bien parler des maladies cardiovasculaires parce que d'abord, c'est toujours des maladies que tout le monde connaît. Et puis, le lien entre ces processus psychologiques, physiologiques vécus durant l'enfance et les impacts sur la santé. Et comment dire, c'est un beau cas d'école et c'est pédagogiquement intéressant et illustratif. Alors, il était une fois un enfant ou des enfants qui furent confrontés à de l'adversité, c'est-à-dire des événements pathogènes qu'on pourrait considérés comme traumatiques, en ce sens que ces événements potentiellement pathogènes eh bien, ont eu un impact, ils sont arrivés dans un environnement psychologique suffisamment vulnérable pour impacter en fait ces enfants. En raison de leur niveau de développement, de maturité émotionnelle, cognitive insuffisant, eh bien, ça les a débordés. En raison d'un environnement familial qui n'était pas à la hauteur, ça les a débordés. En raison d'un environnement social, ça les a débordés. En tout cas, ça a laissé des traces sur le plan psycho-émotionnel, et quelle que soit la forme, hein, d'une certaine manière, en termes de troubles anxieux, de troubles dépressifs, de psychotraumatisme au sens large, c'est-à-dire quels que soient les tableaux cliniques qu'on pourrait convoquer, de trauma complexe à trauma, de trauma simple à trauma complexe, en passant par les troubles dissociatifs, en admettant l'idée qu'au fond, ces réponses psychopathologiques, eh bien, sont des réponses, c'est-à-dire que ce sont déjà des réponses adaptatives. D'une certaine manière, au fond, lorsqu'on est confronté à la violence, quoi de plus intelligent que d'avoir peur que ça recommence? Quoi de plus intelligent que d'avoir peur de se rendre compte que l'environnement dans lequel on vit, familial, dont on ne peut pas s'extraire, est un environnement potentiellement dangereux, potentiellement insécure. Alors, déployer de l'anxiété, eh bien, c'est une réponse adaptative. Si on considère que l'anxiété, au fond, c'est une espèce de peur irrationnelle de ce qui va arriver, je veux dire, oui, c'est plutôt raisonnable hein, d'être anxieux, hein. Et on pourrait avoir y compris ce réflexion pour toutes les conduites qui vont émerger, y compris les conduites addictives, qui sont le fait de certains troubles post-traumatiques. D'une certaine manière, l'alcool est une réponse. On va en dire un mot. Quel merveilleux anesthésiant, finalement, parfois, hein. Donc, voilà. Donc, le,
le vécu d'adversité a des conséquences déjà durant l'enfance, et puis durant la vie adulte en termes d'anxiété, de dépression. Je dirais a des conséquences sur le plan psychopathologique, hein. Et jusqu'à penser, hein, je crois, je suis de ceux qui pensent que d'ailleurs la psychopathologie dans son ensemble est une réponse psychotraumatique la plupart du temps, hein, et doit s'inscrire dans une dimension qui est celle-là. Et ces états psycho-émotionnels d'anxiété, de dépression, quelle que soit sa forme, de troubles, génèrent de la détresse. Nos patients, indépendamment des tableaux cliniques et de leur complexité, sont avant tout des patients en détresse. Donc, ils activent une physiologie du stress, si on parle au fond assez basiquement. Et cette physiologie du stress fait que ils sont pendant des années baignés dans une soupe de glucocorticoïdes permanente. Et on sait que le fait d'avoir été confronté à de l'adversité va d'ailleurs rendre la régulation des émotions bien plus difficile que si on avait été confronté à un environnement familial positif. Et on a même certaines structures cérébrales, on ne va pas rentrer dans les détails, qui ne se développent pas et dont on sait qu'elles jouent un rôle dans la régulation des émotions. Je parle notamment au niveau du cortex orbitofrontal, dont on montre une différence de développement. Alors, je ne vais pas rentrer sur les aspects neuro parce que en fait, ça m'énerve un peu, moi. Je veux dire, parce que on est dans une période où à chaque fois qu'on doit expliquer de la psycho, on va aller chercher des modèles neurologiques, auxquels je comprends que j'utilise, mais ils expliquent rien. Les modèles neurologiques qui expliquent qu'entre le système limbique et le cortex préfrontal, il y a des liens, il n'y a pas de liens. Ok, on est juste descendu d'un niveau et on décrit les phénomènes. Moi, je suis psychologue et moi, je veux expliquer. Je ne veux pas juste décrire. C'est pas parce qu'on convoque des belles images de cerveau qu'on explique. On n'explique pas. On fait que décrire à un autre niveau des phénomènes. Et mon propos, c'est d'essayer d'expliquer un petit peu les choses. Et donc, cet état, je dirais, de stress permanent, de cette détresse permanente, qui en plus, on le verra, ne peut pas se réguler du fait de l'altération du fonctionnement de certains gènes, eh bien, va avoir des impacts sur la santé. Alors, il y a deux types d'impacts. Alors, il y a les premiers impacts, et je vais raconter une petite histoire, c'est que quand j'étais étudiant, on faisait plusieurs cursus en même temps à l'époque, et je faisais un cursus de bio, et on travaillait sur des souris, et on s'amusait à stresser des souris avec des cancers. Heureusement, on le fait plus parce que ça sert vraiment à rien. Et on se rendait compte que les souris qui étaient stressées, qui avaient toutes le même cancer, puisqu'on les achetait comme ça, eh bien, chez les souris qu'on avait stressées pendant plusieurs semaines, eh bien, le nombre de cellules cancéreuses se multipliait par 2 et 3, alors que chez les autres souris qu'on avait laissées tranquilles, il était resté stable. On sait aujourd'hui qu'un stress chronique a un impact sur le système immunitaire qui devient moins efficace pour lutter contre les attaques pathogènes, internes et externes. Et puis, il y a eu la première fois dans ma carrière, je suis tombé de ma chaise 3 fois. La première fois, c'était quand j'ai découvert le MDR. La deuxième fois, c'est quand j'ai découvert ce dont je vais parler maintenant. Et la troisième fois, c'est quand j'ai découvert les travaux sur l'adversité. Alors, en 2004, je tombe donc de ma chaise pour la deuxième fois de ma carrière. J'étais encore jeune, j'ai pu me rattraper. Et publier l'étude Interart. L'étude Interart, c'est une étude publiée par un auteur qui s'appelle Youssouf en 2004 et qui concerne 24 000 sujets, 52 pays. Et le chercheur en question, il s'intéresse au lien entre le stress et les troubles cardiovasculaires. Et il montre de façon indiscutable que le triptyque gagnant pour les troubles cardiovasculaires, c'est 1, le cholestérol, 2, la cigarette, 3, le stress. C'est-à-dire qu'il montre de façon complètement évidente que pour la première fois, le stress avait des impacts aussi importants que la cigarette.
et que c'était prédicteur de troubles ischémiques, d'arythmie, de thrombose, d'infarctus. C'est-à-dire que ça a été une étude qui a fait tomber de leur chaise, tous les gens dans le champ de la cardiologie. Donc, je reviens sur mon propos, adversité, psychopathologie, détresse, stress, physiologie du stress, et bien terrain favorable à la survenue de troubles cardiovasculaires. Mais tout à l'heure, j'ai évoqué, et j'aurais dû le déployer un petit peu plus, c'est que lorsqu'on est confronté à de l'anxiété, à de la dépression et à du stress, qu'est-ce qu'on fait? Ben moi, ça m'arrive, en fait, ça m'arrive pas vraiment, mais admettons que ça m'arrive. Quand je rentre du travail, un peu stressé, eh ben, une bonne bière ou un bon verre de vin, ça régule mes émotions. Mais quand j'ai été confronté à quelque chose d'aussi violent que de l'adversité, peut-être que ce bon verre de vin se traduit par plusieurs verres de vin et que la petite cigarette du soir se traduit en paquet de cigarettes. Et d'une certaine manière, je développe des conduites addictives, y compris des troubles du comportement alimentaire, parce que, euh, à défaut de trouver des ressources pour réguler des ressources internes pour réguler mes émotions, eh bien, je vais aller chercher des ressources externes pour réguler mes émotions. Et donc, je vais les trouver dans les comportements addictifs. Sauf que si l'alcool reste le meilleur anxiolytique qui soit, il n'empêche que on sait de longue date que le tabagisme, que l'addiction, que la sédentarité ont pour objectif d'augmenter l'hypertension artérielle, d'augmenter le risque de maladies métaboliques, diabète, obésité, IMC, etc. Et donc de rendre beaucoup plus probable, voire de déclencher les risques de maladies cardiovasculaires. Donc on a deux espaces de convergence. D'une part, on a les comportements addictifs qui ont une régulation, qui permettent la régulation des émotions à défaut d'avoir à l'interne les compétences et des ressources pour le faire, et bien on va aller chercher à l'externe dans ces produits-là, qui sont des facteurs de risque aujourd'hui qui sont indiscutables sur les maladies cardiovasculaires. Et puis on a cette dimension du stress dont on sait depuis peu eh bien que il caractérise ces victimes d'adversité avec un empêchement physiologique et neurologique de réguler la présence de ces glucocorticoïdes. Donc, tu as des gens qui sont en permanence en tension. Donc, ce stress chronique ajouté à ces comportements qui sont ces comportements addictifs, eh bien, sont inévitablement, je veux dire, les raisons qui expliquent le fait que les troubles cardiovasculaires, eh bien, sont parmi les pathologies qui caractérisent le mieux les conséquences de l'adversité. Et on a d'ailleurs énormément de travaux qui vont dans ce sens-là, donc avec des risques sur la santé, mais pas seulement. Parce que lorsque les maladies cardiovasculaires arrivent, si je fais un infarctus, en soi, ça va avoir des impacts psycho-émotionnels. J'ai failli mourir. Donc, la survenue de la maladie va avoir, d'un point de vue réactionnel, tout un ensemble d'impacts psycho-émotionnels en termes d'anxiété, dépression, de psychotrauma, donc on reboucle avec d'autres choses, qui vont faire résonance à ce passé d'adversité et qui vont mettre effectivement les patients dans une grande vulnérabilité psychique et physique et avec un risque de mortalité extrêmement grave. Et pour finir, en 2018, dans une revue qui s'appelle Circulation, qui est une grosse revue de cardiologie, j'étais déjà tombé de ma chaise, donc je ne suis pas retombé de ma chaise, mais les collègues cardiologues, pour expliquer les risques cardiovasculaires, les cardiologues, dans une revue de cardiologie, ont introduit les événements adverses comme un des facteurs déterminants à tout un ensemble de mécanismes physiologiques susceptibles d'expliquer le fait que les gens puissent tomber malades.
Donc, quand on a ça devant les yeux, et ça, on l'a travaillé dans le cadre de tout un ensemble de publications qu'on a menées il y a quelques années maintenant, ça a ouvert le champ pour moi à des travaux sur la douleur actuellement, la douleur chronique, qui est souvent un trouble qu'on retrouve dans le champ du psychotrauma, au cancer aussi, et actuellement on est également sur les maladies inflammatoires du système digestif. Donc, ben, a priori, les maladies ne tombent peut-être pas du ciel. A priori, les maladies doivent, si on veut les comprendre et les saisir, euh, nécessitent, je dirais, qu'on prenne en compte un sujet total et pas un organe, pas juste un corps. Et ça nous amène, je crois, à une reconfiguration, de mon point de vue, du champ de la psychotraumatologie, dont il ne faut peut-être plus parler de psychotraumatologie, parce que lorsqu'on montre que l'adversité a des impacts en termes de santé mentale et de santé physique, on se dit que, au fond, la réponse traumatique, elle est aussi de nature physique. Elle est aussi à travers des symptômes physiques, à travers des expressions somatiques très claires, avec des entités, des pathologies clairement identifiées. Et que, d'une certaine manière, en tant que psychologue, on aurait peut-être trop souvent tendance à se focaliser sur les aspects psychopathos, en oubliant les aspects, alors je sais pas quel terme utiliser, médico-pathologique, somatopathologique, je sais pas, mais il y a quelque chose je veux dire, les maladies chroniques peuvent être aussi des expressions du psychotraumatisme. Et ça aussi, ça impose de l'affirmer en l'état et de dire, y compris à nos copains médecins, eh bien, oui, les maladies ne tombent peut-être pas du ciel, c'est pas que de la physiologie. Peut-être qu'elles sont la conséquence de processus, en tout cas pour une part, et peut-être une large part, et peut-être une large part qu'on sous-estime, de processus effectivement psychologiques qui relèvent d'un vécu d'un vécu de traumatisme, de vécu traumatique, et dont l'expression peut-être n'aura pris non, peut-être pas que, mais notamment aura pris des formes effectivement qui sont, le terme de somatique me convient pas, mais qui pourront s'exprimer à travers les maladies chroniques. Et du coup, le regard que j'ai sur les maladies chroniques et ce que j'essaie de développer aujourd'hui, c'est de se dire, OK, peut-être que derrière les maladies chroniques, pas toujours, encore une fois, je suis pas un ayatollah de la psychologie, mais je suis juste à dire que derrière peut-être les expressions somatiques, les maladies chroniques, quelles qu'elles soient, eh bien, il y a peut-être un vécu d'adversité, il y a peut-être quelque chose sur le plan psycho-émotionnel qui mériterait d'être pris en compte. De la même manière que derrière un tableau clinique de nature psychotraumatique ou autre, eh bien, on admet aisément qu'il y ait ce vécu-là. Et je pense qu'on aurait intérêt à faire le lien entre les deux. Et quand je vois, par exemple, comment est-ce qu'on a réduit dans la CIM 11 le tableau clinique du trauma complexe et qu'on a complètement occulté la dimension somatique qui existait dans ce tableau clinique chez certains des auteurs, eh bien, ça me gêne parce que je me dis qu'on est en train de passer à côté de quelque chose dont la littérature atteste de la pertinence et qu'on assiste chez nous aussi, c'est-à-dire chez les psychologues, à une espèce de simplification à outrance des tableaux cliniques, alors qu'ils mériteraient de bénéficier d'une plus grande complexité. Voilà. Alors, c'était évidemment très intéressant. Ce qui, je voudrais souligner, c'est par rapport à cette notion d'adversité, parce que c'est vrai que le trauma, on en parle depuis longtemps, et notamment aussi pour les enfants, mais c'est effectivement souvent négligence grave, violence physique, violence sexuelle. Et ce que je trouve qu'elle apporte cette notion d'adversité, c'est de montrer qu'en fait, des événements qui paraissent, somme toute, je ne vais pas dire banals, mais euh, qui- dont on n'imagine pas la portée traumatique, par exemple un déménagement, un divorce. Hein, si je prends
exprès des choses qui sont pas tellement traumatiques, mais que ça peut avoir un impact, hein. Moi, j'aime bien ça dans cette notion d'adversité, et comme tu l'as souligné, hein, plus on a effectivement vécu d'événements adverses, et plus on a de problèmes de santé mentale, physique, et un risque aussi de décès prématuré. Alors, justement, parmi tous ces événements adverses, il y a ce qu'on appelle aussi les violences ordinaires, que tu appelles les violences ordinaires, comme une fessée, comme une gifle de temps en temps, mais de façon récurrente malgré tout. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire par rapport à l'importance, ou à ton regard en tout cas, sur la psychologie, la parentalité positive? Alors, oui, c'est un gros débat hein, en France, hein, il faut prendre position. Hein. Donc, mais le problème, c'est qu'on voit plus clair, hein, parce que c'est devenu un débat idéologique très fort. Hein. Euh, moi, ce que j'observe, je regrette qu'on en fasse un débat à proprement parler à ce point, parce que d'une certaine manière, la question de l'adversité, comme tu l'évoques, va bien au-delà de certaines typologies d'événements. C'est-à-dire que la liste des événements potentiellement qui peuvent potentiellement avoir des impacts, c'est bien sûr la fessée, c'est bien sûr les violences sexuelles et l'inceste sur lequel on s'est focalisé, mais comme tu le dis, les séparations, tiens, les violences dans la fratrie, par exemple, le décès d'un proche, la souffrance psychique ou la maladie d'un parent, voilà. Ce sont des événements qui vont impacter les sujets. Et la question, c'est que on puisse quand même admettre à minima que bah, le traumatisme, il n'est pas forcément dans l'événement en tant que tel, mais qu'il est dans cette rencontre très particulière entre ces événements et un individu avec des niveaux de développement très différents selon les âges auxquels tout ça se arrive, et puis aussi selon les cas, des capacités ou non à puiser dans l'environnement ou à l'intérieur de soi des ressources pour faire face. Donc, on voit bien que face à des événements similaires dans une même fratrie d'ailleurs, hein, les impacts vont pas être du tout les mêmes. Et que et on est vraiment à devoir être attentif comment dire à comment les uns et les autres vont vivre cela. Par exemple, une dimension qui me paraît très importante et que j'aborde peu ici, c'est celui des attachements. Effectivement, lorsque tous ces événements-là arrivent à une période où les attachements s'organisent, ça va être très différent que si les mêmes événements, la séparation par exemple, arrivent alors qu'on a 15, 16 ou 17 ans. Et encore, c'est pas sûr hein, ce que je raconte. Parce que on se rend compte à quel point parfois la séparation des parents peut impacter les gens alors même qu'ils se sont des grands enfants. Hein. Donc, euh, donc effectivement, c'est tout l'intérêt de ce concept sur l'adversité, d'ouvrir le spectre de ce qui mérite d'être pris en compte. Après, tout ce débat actuel sur la parentalité, sur cette parentalité positive qu'il faut ou pas avoir, je dois honnêtement dire que euh, j'ai du mal à l'intégrer. J'ai vraiment du mal à avoir une position qui soit claire. Je suis évidemment pas favorable à la question de la fessée, mais c'est quand même un vrai problème, la fessée. Il faut savoir qu'en France, on a dû légiférer sur ces questions-là. Je veux dire, c'est-à-dire qu'il faut faire rentrer dans la tête des gens ce genre de choses, c'est quand même incroyable. Euh, Aujourd'hui, on se focalise sur l'inceste et sur les violences sexuelles, et ça fait la une des journaux. On a des coming out permanents, des enfants de stars qui écrivent des livres pour dire qu'ils ont vécu des choses. Et c'est très bien, mais
je crois qu'il serait temps que globalement, on ne sous-estime pas les autres dimensions de l'adversité. Et que ces autres dimensions de l'adversité, je vais prendre un exemple, le harcèlement scolaire. La première thèse que j'ai fait soutenir sur le harcèlement scolaire, c'était il y a 16 ans. À l'époque, lorsqu'on faisait les travaux, on a montré toutes les conséquences que ça avait et on était dans un déni total de tout ça. Total. Mais on a eu du mal, on a eu des interdits pour aller dans les établissements pour faire nos évaluations. Aujourd'hui, on commence à considérer que cette question est une vraie question et qu'elle a des conséquences graves sur la santé, que des gamins se foutent en l'air à cause de ça. Donc, on voit toute l'inertie sociale pour admettre des réalités qui, pour nous professionnels, sautent aux yeux. Donc, moi, j'ai pas du tout envie de m'engager dans un débat, dans une cause qui mettrait la focale sur tel ou tel aspect de l'adversité. Mon propos est de dire que c'est très bien qu'on défende et qu'on aille vers une éducation positive et qu'on soit plus sensible, plus attentif au fait que tout ça peut impacter nos enfants et que à cause de ça, on prépare une génération qui sera mal dans sa peau, une génération qui manquera d'empathie, une génération qui va être focalisée sur soi, parce que c'est ce qu'on montre, c'est-à-dire que les gens qui sont confrontés à ces phénomènes-là, voilà ce qui se passe quand même. Bon, je veux dire, donc ça m'intrigue, ça me bouleverse. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est, ok, mais ayons alors un raisonnement beaucoup plus large. Ayons alors un raisonnement beaucoup plus large sur la parentalité. Ayons un raisonnement beaucoup plus large sur de la prévention qui tienne compte de tout ce que la recherche met en évidence dans ce domaine-là. Prenons un exemple. Quelle génération on prépare? Alors, je suis en tant que parent, j'ai eu 3 enfants, je veux dire, et puis pendant leur enfance, parce qu'on était pris dans notre vie professionnelle, on les a mis chez la nounou, chez le grand-père, la grand-mère, etc. Mais quelle génération ça prépare ça? Ces enfants qu'on casse dès le matin chez la nounou et qui voient leurs parents, je veux dire, peu ou et on a banalisé cette pratique-là. Je suis pas en train de dire c'est bien, c'est pas bien. Je dis voilà, ce quotidien-là aussi impacte le développement de nos enfants et que le développement de nos enfants et que notre société ne se donne pas les moyens de faire se développer les enfants dans de bonnes conditions. Et que d'ailleurs, il y a une grande disparité en Europe. Quant aux moyens qui sont accordés entre la France et le Luxembourg, c'est pas pareil. Entre la France et la Suède, c'est pas pareil. Pourquoi est-ce que on donne si peu d'importance à ces phénomènes-là, dont on sait qu'ils préparent les générations de demain? Pourquoi est-ce que on ne s'intéresse pas plus aussi à cette réalité, bien sûr, commune, qui est la séparation des parents? Je veux dire, mais qui fait aussi des dégâts. Mais parce que ça nous arrange bien de pas voir. Ça nous arrange bien de nous dire, allons sur la fessée, allons sur les violences sexuelles. Bien sûr, il faut y aller. Mais parce que ça nous renvoie chacun à notre propre responsabilité en tant que parents, et à nos propres limites en tant que parents, et à nos propres limites en tant que société. Or, les dégâts, ils sont aussi à ce niveau-là. Et c'est pourquoi, je veux dire, ma posture très modeste, moi je suis pas militant. Ma seule manière de militer, c'est quand on se parle là, ou c'est quand je suis invité ici ou là, c'est de dire, euh, quand on connaît les travaux sur l'adversité, mais ça nous responsabilise à 2 niveaux. Ça nous responsabilise d'abord en tant que parents, en nous demandant ce qu'on a pu faire et ce qu'on va faire avec nos enfants. Ça nous responsabilise en tant qu'individus qui avons vécu cela. Et en se disant, mais qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a vécu? Est-ce qu'on va être des passeurs de plats? C'est-à-dire, bah ok, j'ai vécu ça, pas grave. Mes enfants, ils se débrouilleront avec ce que moi, je vais leur faire subir et avec cette transmission transgénérationnelle. Je veux dire, et cette incapacité que j'ai de gérer mes propres émotions, je veux dire, et que je vais transmettre à mes enfants, parce que je vais leur rendre impossible une quelconque gestion de leurs propres émotions. Sans compter que, alors à ce moment c'est très à la mode, alors moi ça m'ennuie, c'est à la mode, mais je le fais aussi, parce qu'on a dans les travaux que je mène,
au Centre Pierre Janet, on fait des prélèvements biologiques et on fait de l'épigénétique, c'est-à-dire qu'on fait des évaluations. C'est-à-dire que moi, je parle d'épigénétique, mais je ne parle pas des travaux des autres. On fait des prélèvements. Et on travaille avec des laboratoires à la fois sur deux études en cours là, sur la douleur et sur le cancer. On fait des prélèvements sanguins, on fait des prélèvements de cheveux. Et d'ailleurs, c'est un milieu qui évolue à vitesse grand V, à tel point qu'on congèle nos prélèvements, parce que peut-être que dans 6 mois, on aura de nouveaux gènes beaucoup plus pertinents pour faire nos évaluations. Et donc, on montre quand même, alors moi, je ne suis pas biologiste, hein. Moi, je prends les données, je sais ce que ça veut dire et je les mets dans mes matrices de résultats, hein. Je veux dire, c'est pas moi qui fais les prélèvements, c'est pas moi qui fais les analyses, ça, c'est pas mon métier. Mais j'ai compris le truc. Bon. Et donc, on montre quand même que, évidemment, il y a un lien. Alors, c'est difficile de mettre un lien de causalité parce que, je veux dire, voilà, c'est compliqué, mais il y a un lien de contingence, en tout cas, entre l'adversité et l'altération de certains gènes qui jouent un rôle dans la régulation du stress. Ça, on le montre de façon évidente. Et puis, mais le pire, c'est pas ça, c'est qu'il y a une collègue suisse qui a montré que cette altération des gènes, alors sur un article où j'ai pas tout compris, parce que encore une fois, c'est pas mon domaine, hein. Il y a des trucs qui m'échappent quand même sur le plan physiologique et biologique, mais où elle montre quand même cette fille que chez des victimes d'inceste, eh bien, cet impact sur le dysfonctionnement de certains gènes, peu importe lesquels, eh bien, on le retrouve 1, 2, jusqu'à 3 générations après. C'est-à-dire que si la première génération a été victime, la deuxième génération, on retrouve le gène dysfonctionnel, et la troisième génération, donc les petits-enfants, retrouvent le même dysfonctionnement. Donc ça me fait dire, mais non d'une pipe. Ok, je veux dire, mais attachons-nous à à, à questionner tout un ensemble de phénomènes qui sont du quotidien et qu'on banalise. Et c'est bien déjà de se focaliser sur un certain nombre de choses parce qu'il y a 15 ans, on considérait que tout ça était, 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 était pas important, hein. Je veux dire, on a connu, toi et moi, des périodes où la question de l'inceste et des violences sexuelles, c'était anecdotique, hein, c'était banalisé complètement, hein. Donc aujourd'hui, on en fait un cheval de bataille et c'est tant mieux. Mais je crois que les parents, les éducateurs, les enseignants, eh bien, on a une responsabilité en la matière dont on fait trop souvent l'économie et on a choisi et on s'arc-boute sur certains chevaux de bataille, mais qui, de mon point de vue, sont bien insuffisants pour rendre compte de tout ce spectre éminemment vulnérable que constitue le champ de l'adversité et qui mériterait effectivement d'être mis sur la table au même titre que le sont certaines formes d'adversité qui font un peu trop la une, pas au sens où il ne faut pas qu'elles fassent la une, mais elles escamotent l'importance qu'on pourrait attribuer à d'autres formes d'adversité. Voilà. Alors, j'ai encore envie de te poser une question parce que tu parles du complexe d'Harry Potter. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que, en fait, les héros de notre enfance sont quasiment tous détraumatisés. Bien sûr, tu parles aujourd'hui, hein, tu dis d'ailleurs que c'est le héros des temps modernes d'Harry Potter, mais si on prend Cendrillon, si on prend Blanche-Neige, si on prend La Belle au bois dormant, si on prend Le vilain petit canard, si on prend Peau d'âne, et puis moi, quand j'étais jeune, il y avait des séries, et les séries à l'époque, c'était Heidi, Ah euh, oui, connu. On était à la Heidi, même époque, hein. La Belle et Sébastien. Et dans toutes ces histoires, on a souvent des enfants orphelins, maltraités. Comment expliques-tu en fait que les héros sont souvent en fait des héros blessés? Ouais. Je ne sais pas si je l'explique, hein. Alors, peut-être parce que, d'une certaine manière, ils sont les révélateurs de ce que chacun d'entre nous vit et des supports d'identification plus aisés. Euh, ils sont les illustrations d'une dénégation qui a été la nôtre pendant des générations.
et en même temps, ils sont peut-être, en même temps qu'ils sont l'expression de ce qu'on est, c'est-à-dire en termes de support d'identification, on s'identifie aussi à eux parce que je crois que de nombreuses générations ont vécu cette maltraitance et ne pouvaient la dire et ils l'ont tue. Et en même temps, euh, ce sont des ressources parce que ce sont des victimes qui s'en sortent, ce sont des victimes qui, euh, qui font quelque chose de leur vie. Ce sont des victimes qui ne restent pas écrasées par l'expression du traumatisme. Ce sont des victimes qui deviennent même des héros. Ce sont des victimes qui deviennent de bonnes personnes. Ce sont des victimes qu'on peut aimer. Ce sont des victimes qui vont, elles, être capables d'aimer. Et je pense que d'une certaine manière, tous ces héros sont des espoirs de vie, des tuteurs de résilience virtuelle qui nous disent que euh, malgré la pénombre, qui peut être celle de notre vie lorsque l'on vit de l'adversité, lorsqu'on vit du traumatisme, lorsqu'on est maltraité, euh, malgré le caractère pathogène de ce vécu-là, eh bien, il reste de l'espoir, il reste de l'espérance, il reste l'espoir d'une vie meilleure, il reste la possibilité, nous qui avons été mal aimés, déconsidérés, violentés peut-être, eh bien que on pourra être aimé et qu'on a quelque chose au fond de nous qui reste aimable. Et d'une certaine manière et de façon très curieuse, ces personnages de fiction qui sont irréels nous renvoient en miroir quelque chose d'une forme d'humanité retrouvée. C'est-à-dire qu'en fait, on retrouve à travers eux l'idée, mais euh, que l'on est humain et la dimension de l'humanité, c'est cette capacité à ressentir des sentiments positifs pour les autres et aussi d'être capable de générer des sentiments positifs pour soi et d'exister en tant que personne, quoi. Alors que la vie nous a conduit jusque-là à une négation même de ce que nous étions. Voilà, tu vois. Et je pense qu'il y a quelque chose de cela dans ces héros qui nous font du bien et nous émeuvent. Et quand ils nous émeuvent, je veux dire, je pense qu'ils touchent à quelque chose de nous qui leur ressemble. Voilà. Un grand merci. Qu'est-ce que tu as envie de dire pour clôturer cet entretien? Le mot de la fin. Ben, c'est que moi j'aimerais alors ce livre c'est le premier j'espère une grande série en tout cas. Moi j'adore écrire, mais mon côté militant il est là, tu vois. C'est de dire ok, je crois que ma manière de militer c'est de rendre les gens plus euh, plus sachant et de mettre à la disposition les deux, trois trucs que la science peut apporter. Et j'aime bien ce rôle de passeur et je crois que en la matière, euh, euh, je dis parfois, je dis parfois que faire de la psychologie, c'est et faire de la psychothérapie, c'est faire de la politique, au sens où on transforme la cité. Je crois que quand on répare les gens, on en fait des bonnes personnes. Je crois que la violence qui existe dans notre société, quelle que soit sa forme, elle est souvent le fait d'une fracture, d'une fissure, d'une souffrance, d'un mal-être. Moi, je ne connais pas de gens. Alors évidemment, les travaux de Milgram me laisseraient penser l'inverse, mais je ne connais pas beaucoup de gens qui, effectivement, sont violents, sont malveillants, sont dans la colère, s'ils sont en paix avec eux-mêmes. Et je crois que la psychologie peut, de proche en proche, œuvrer à transformer la société. Et je crois que ces travaux sur l'adversité, de proche en proche, peuvent être des leviers qui
pourrait favoriser euh, une meilleure manière d'être avec les autres, avec soi-même, et sans doute contribuer à une meilleure régulation des relations entre les gens. Et je crois sincèrement que prendre en compte et tenir compte de ces paramètres, c'est se donner de bonnes chances d'aller vers une société qui sera et de loin pas pire, mais sans doute un peu meilleure. Je dis bien un peu meilleure parce que l'objectif, c'est pas de tout régler avec notre discipline, mais je crois que on a notre grain de sel à apporter. Alors, je suis un de ces grains de sel. Un grand merci. Alors, on peut aussi dire, pour le mot de la fin, c'est que les psys travaillent sur la santé mentale de leurs patients, mais pas uniquement, aussi ben, sur leur santé physique. Et comme tu as cité l'épigénétique aussi, sur les personnes qui viendront après, c'est-à-dire sur les enfants de nos patients. Hein, sur cette chaîne, il y a aussi une émission sur l'impact des traumatismes sur l'ADN. Eh bien, merci beaucoup. On te retrouvera donc pour parler de ton deuxième ouvrage, le deuxième donc de la longue série, et d'ailleurs on voit toujours mes signets qui sont dedans, sur la santé ne tombe peut-être pas du ciel. Merci beaucoup Cyril Merci. et à bientôt. À bientôt, au revoir, merci.